Et là, on va évidemment vous envoyer le résumé et l'enregistrement. D'ailleurs, je vais partir l'enregistrement. Et on va avoir une intelligence artificielle qui va nous faire un résumé. On verra si c'est assez bon. On verra si c'est assez bon. Donc, vous voyez, mon nom, c'est Jean-Christophe Poirier. Pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils nous voient, moi, c'est Jean-Christophe et Patrick Saint-Hilaire de Mosaïque. Donc, on va vous parler d'intelligence artificielle et d'humain et de comment on peut mixer les deux pour optimiser le bien-être en entreprise et répondre, entre autres, aux certaines exigences comme la loi 27 sur les risques psychosociaux. Pour aussi, il y a des entreprises qui sont intéressées à aller chercher certaines certifications comme la certification entreprise en santé. Bref, on va couvrir quand même beaucoup de contenu. On va avoir une démo aussi de qu'est-ce que ça donne concrètement l'intelligence artificielle lorsqu'on l'intègre à une entreprise, à des outils? Oui, restez là. Nicolas Ménard, là, qui est conseiller en solutions numériques chez Mosaïque, va nous présenter une démo d'à peu près 10 minutes de Mozflow dans, je dirais, une demi-heure environ. Là. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le chat, on restera plus longtemps, nous, pour répondre à ceux qui veulent. On va essayer de couvrir le plus de sujets possible. Oui, absolument. On y va sans PowerPoint, on y va en conversation, fait que allons-y. Puis c'est ça, on va vous fournir par la suite, là, on va vous renvoyer le contenu, puis si vous avez des questions autres, c'est un processus d'apprentissage, d'éducation. On est là aujourd'hui pour enlever des barrières et espérons répondre à des besoins. Hein? Parce que si on ne répond pas à des besoins, ça ne va pas grand-chose. Donc, sans plus tarder, commençons par le début, qui est l'intelligence artificielle en entreprise dans le but du bien-être. Le premier bémol qu'on veut tout de suite adresser, c'est l'aspect sécurité, anonyme. Est-ce que c'est anonyme, confidentiel, exact, tout ça? J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, je pense, c'est la compréhension de l'IA. C'est pas tout le monde qui est au même niveau, mais l'IA, c'est une capacité de traitement. C'est pas quelque chose qui circule de son propre gré, qui réfléchit par lui-même, puis qu'on parle le contrôle. Puis je donne souvent le parallèle avec un exemple d'un super cuisinier, là, un chef cuisinier qui est excessivement compétent à faire à manger. Si on le met dans une cuisine fermée, pas de fenêtre, avec des ingrédients limités, ben, il va travailler dans ce contexte-là avec les ingrédients qu'on lui donne. Fait que la première étape, c'est que l'IA peut être gérée dans une infrastructure québécoise, privée, chez vous à l'interne. Et dans ce contexte-là, un peu comme sa cuisine, il n'en sortira pas. Les ingrédients que vous allez lui donner à votre documentation d'entreprise, vos processus, vos procédures internes, c'est avec ces ingrédients-là qu'il va travailler. Donc ça, déjà en partant, je pense que c'est important de comprendre que c'est de la capacité de traitement. C'est pas quelque chose qui est flou et qui se promène par lui-même. Une fois que j'ai dit ça, c'est sûr que si vous utilisez des IA générales sur des chats GPT non payants sur Internet, oui, il y a des IA qui vont apprendre et s'entraîner sur ce que vous lui dites. Mais dans un contexte d'entreprise, il est tout à fait possible de sécuriser l'IA au même titre qu'on va sécuriser une application à l'interne. Donc, et que ce soit parce qu'une des procédures pour intégrer, entre autres, l'IA et répondre à certaines exigences, c'est de commencer par sonder les besoins des gens. Puis déjà, à partir du sondage, c'est un sondage qui répond à toutes les exigences. Il y a la fameuse loi 25 sur la protection. Puis, je reviens sur la question de la sécurité. Puis, l'autre élément qu'on se fait souvent demander, c'est tout ce qui touche. On parle de santé mentale. Un employé va utiliser votre application pour se confier. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'ira pas le dire, que l'IA n'ira pas le dénoncer à son gestionnaire? C'est vraiment des questions qu'on reçoit souvent. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que d'abord, l'employé a le plein contrôle de sa donnée. Fait que s'il veut faire partie des statistiques, il peut. S'il ne veut pas, il peut ne pas y participer. Ce qui est dit par l'employé, il le voit. L'IA lui démontre qu'est-ce qu'il perçoit dans les conversations pour donner une totale transparence à l'employé. Après ça, il faut que l'organisation donne des raisons à l'employé de recevoir ces statistiques. Parce que si, par exemple, on parle de stress et que l'entreprise ne fait rien, ben c'est sûr que les employés vont dire « Pourquoi je partagerais mes données anyway? » Fait qu'il faut toujours aussi travailler à donner
un incitatif à faire ça. Mais nous autres, là, c'était super important. Oui, l'aspect de sécurité que je vous ai mentionné, de un, mais de deux, c'est de donner le plein contrôle à l'utilisateur et une totale transparence sur son information. J'espère que ça répond à des préoccupations. Oui, parce que ça, c'est sécuritaire, c'est un environnement, comme tu as dit. Tout à fait. C'est l'entreprise qui décide qu'est-ce qui est inclus dans leur intelligence artificielle. Comme tu as dit, c'est la maison, c'est eux autres qui décident quel meuble ils rentrent, quel poste de télévision ils donnent accès. Fait que c'est vraiment bien encadré, bien sécurisé à ce niveau-là. On parle un petit peu de la loi 27. Un petit peu, en fait, il faut en parler beaucoup parce que c'est une réalité qui, pour ceux qui ne le savent pas, va frapper toutes les entreprises qui existent déjà, mais qui va rentrer en vigueur à plus grande échelle. Je pense le 5 octobre, le 5 ou le 6 octobre. Peux-tu nous définir un petit peu plus là, qu'est-ce que c'est la loi 27 et comment la solution en intelligence artificielle peut venir répondre à ces exigences? Tout à fait. Tous les détails sont sur le site de la CNESST, mais je vais vous faire la version simple et simple à comprendre. Dans le fond, la santé-sécurité jusqu'à octobre incluait seulement les accidents musculo-squelettiques. Quand on se blesse en entreprise, on se coupe, les enjeux de surdité et compagnie. Là, à partir d'octobre, c'est que les risques psychosociaux vont aussi faire partie de la loi. Donc, toutes les entreprises vont devoir avoir des plans de prévention pour les risques psychosociaux. Un risque psychosocial, des risques psychosociaux, c'est quoi? Conflit de travail, harcèlement psychologique, surcharge, isolement, clarté de mon rôle. Il y en a plusieurs, mais tu sais, essentiellement, c'est des stresseurs qui, accumulés au fil du temps, peuvent mener à des enjeux de santé mentale, des départs en burn-out, des départs de la dépression, des problèmes d'anxiété et autres. Donc, la loi 27, c'est vraiment le grand défi. C'est de dire, ben OK, si on se coupe un bras, toi puis moi, on a relativement les mêmes symptômes, le même plan de traitement, mais les risques psychosociaux, on tombe dans un univers excessivement complexe parce que chaque personne a des expériences différentes, chaque personne a du vécu différent, des stresseurs qui sont différents. Donc, comment qu'on est capable d'arriver en entreprise avec des méthodes standards, one size fit all, excusez-moi l'anglais, pour aider chaque employé au bon moment. C'est là que nous, on a dit, ben, je pense que l'IA pourrait donner un coup de main. Elle pourrait être un outil de plus dans le coffre à outils déjà existant pour aller le plus tôt possible capter des petits stresseurs pour donner l'accompagnement requis pour espérer éviter d'aller vers des conséquences. Ouais. Puis la loi, je veux juste dire aussi, tu sais, beaucoup de monde nous disent encore une affaire qui est de conformité. Puis c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Mais c'est parce que mondialement, là, les frais reliés à la santé, aux problèmes de santé mentaux coûtent, je pense que c'est 1000 milliards par année en productivité que les problèmes de santé mentaux coûtent à l'économie mondiale. C'est de l'argent, là. Puis j'ai des statistiques par rapport au Québec aussi, mais ça coûte cher. Fait que là, on essaie de travailler à améliorer la situation. Pour améliorer la situation, c'est dans la prévention que ça se passe. C'est vraiment là. Tu sais, comme tu disais, il y a au-dessus de 30% des gens qui se disent en état très, très fragile au niveau de la santé mentale, puis qu'une personne qui est soit en dépression, soit en burn-out, ou qui a des problèmes justement de santé mentale, le coût par personne par année, c'est de 10 500 $ en moyenne. Fait que si tu as le tiers de ton monde, finalement, qui sont à risque, c'est énorme les coûts. Puis l'effet domino, la personne qui part, finalement, ben là, la charge de travail est répartie sur d'autres. Là, à un moment donné, t'en as deux. C'est tout un effet d'entraînement très difficile à capter, mais qui a été des impacts. Petite question. Quel est le rôle, à qui la faute, à qui le rôle de protéger la santé psychologique d'une personne? Est-ce que c'est la responsabilité de l'employeur ou est-ce que c'est la responsabilité de l'employé? Les deux. Dans le fond, c'est normal, c'est logique. Là, on est un peu responsable de notre quête d'un équilibre, je dirais. Fait que c'est un principe de responsabilité partagée. Où est-ce que l'employé doit faire des choses et l'employeur doit fournir aussi de l'aide. Puis tu sais, dépendamment des industries, l'aide va être différente. Si on se retrouve dans des contextes pédiatriques, ben là, quand on parle de charge de travail, on va parler de charge de travail très émotionnelle. C'est spécifique à ce domaine-là. Faire affaire avec des enfants potentiellement malades qui ont des troubles,
c'est pas facile, versus d'autres métiers où on va de la surcharge beaucoup plus de point de vue quantitatif, des échéanciers de projets. Fait que des listes de courriels. Là, Fait que l'employeur a un peu la responsabilité de fournir du soutien en lien avec les risques qui touchent son industrie. Tu sais, la CNSST, ce qu'elle dit essentiellement en ce moment, c'est aller vers les risques qui sont le plus probants, le plus lourd chez vous. Adressez ça, puis fournissez aussi du soutien pour les autres. Mais l'employé a un travail à faire. Puis là, c'est là une des raisons pourquoi depuis moi on se parle depuis plusieurs mois. Puis ça me permet de mettre un petit peu là, l'importance de redonner le pouvoir à l'employé aussi sur son bonheur, parce que, comme je dis, il n'y a pas un employeur qui peut donner du bonheur à son employé, qui peut fournir des outils puis un cadre qui va aider l'employé à lui aller chercher son bonheur. Mais ça reste une responsabilité qui est, je dirais, de société, mais que le rôle principal, ben c'est moi l'acteur de ma vie, donc c'est moi mon rôle principal, c'est moi qui ai le pouvoir sur mon bonheur. Et de là l'importance des actions qu'on fait au quotidien. La phrase qu'on connaît si bien, on devient ce qu'on mange. Ça, c'est assez clair. Mais nos pensées sont aussi ce qu'on regarde. Comment on se sent, c'est aussi comment je bouge. Fait que si je prends pas ces aspects des petites habitudes du quotidien, le matin, on vient de faire un podcast, je te disais, 86% des Nord-Américains, la première action qu'ils font en se levant, je vous laisse deviner c'est quoi? Regarde ça. Et là, vous allez voir, c'est pas grave ça. En tant que tel, faire ça, c'est pas grave. Mais une fois qu'on connaît, et c'est là de l'éducation, une fois que je suis conscient que quand je me réveille, mon cerveau passe dans une phase qui est la phase θ au niveau des ondes cérébrales. Et c'est une phase durant laquelle mon cerveau est un petit peu en mode hypnose et ça me permet beaucoup de définir comment mon subconscient va penser. C'est comment je programme en fait mon subconscient. C'est une phase idéale pour ça. Donc, si je prends ce moment-là, exemple, les 5 premières minutes que je me réveille, puis je vais même regarder les courriels qui vont rentrer dans ma journée. Ou les tarifs de Trump. Ou les tarifs, peu importe, écoute, les nouvelles, les courriels, ou Facebook, ou Instagram, peu importe. Ben, veux pas, ton cerveau, il se programme en fonction de, hey, t'es pas là. Ah, t'as toute cette liste-là à faire aujourd'hui. Ah, il arrive tel malheur dans... Fait, c'est comme ça que vous allez réagir, puis on le dit, les risques psychosociaux, puis le stress, c'est une perception d'une situation. Mais la réaction, elle est vraie, là. Peu importe le stresseur qu'il y a en avant de nous, chaque personne va répondre différemment parce que notre perception va être différente pour différentes raisons. Mais une de ces raisons-là, c'est qu'est-ce que je fais avec mon quotidien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que physiquement, je suis actif pour dépenser de l'énergie? Le stress, c'est de l'énergie. Si je la dépense pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que ça va m'empêcher de bien dormir le soir. Et est-ce que j'ai besoin de courir 1 heure? Non. Tu peux aller faire, comme je l'ai dit souvent, maintenant, on sait que juste par 7000 pas par jour, on a une influence incroyable. Je pense que c'est au-dessus de 70% des effets qu'on a au niveau de la diminution des risques de dépression. Quand tu as 7000 pas par jour, c'est pas la fin du monde, tu sais. Fait que c'est par des petits gestes du quotidien et non pas de changer complètement de diète, de stresser avec le sommeil, justement. Fait que c'est par l'éducation qu'on est capable d'aller fournir les bons outils au bon moment à la bonne personne, qu'on peut vraiment avoir un impact. Mais si dans les risques psychosociaux, on n'adresse pas le rôle de l'humain là-dedans, ben vous aurez beau, en tant qu'entreprise, créer un environnement de licorne, et là, je m'excuse, c'est l'expression, si tu te sens comme de la merde, si tu as un environnement de licorne, tu vas juste te sentir encore plus comme de la merde. On a eu du feedback, c'est un mot, maintenant, fais attention. C'est correct de ne pas se sentir bien. C'est normal. Parce que, je veux dire, on a tous nos downs, nos ups, mais je pense que le mot que tu disais tantôt était super important, c'est la conscience de OK, là, je suis conscient que ça va moins bien. Pourquoi? Puis qu'est-ce que je fais pour essayer d'éviter qu'à un moment donné, bang, je te raconte un épisode personnel, moi j'ai pogné le fond à un moment donné. Et quand tu pognes le fond, là, il est trop tard. C'est tough. C'est très tough de remonter. Fait que c'est juste une prise de conscience. Petit changement, t'es un gars en shape, t'es pas mal plus en forme que moi.
Mais tu sais, je peux faire des choses moi-même pour pas commencer à avoir. C'est un peu là aussi que la passe avec l'IA à l'embarque, c'est de dire, OK, comment je mets dans les mains du monde quelque chose qui est en lien avec où ils sont au moment qu'ils sont, puis c'est quoi qu'ils veulent travailler, c'est quoi l'aide qu'ils ont besoin dans leur contexte à eux avec les capacités qu'ils ont. Comment l'IA va venir prévenir? Comment, OK, je l'ai l'IA, mais comment il vient prévenir ces risques-là? L'IA, dans le fond, nous, tantôt je faisais l'exemple du cuisinier, là, mais nous, ce qu'on fournit à l'employé, c'est un agent, OK, mais qui est encadré sur différents contextes. Cet agent-là, sa job, c'est de fournir, lorsque l'employé lui demande, des conseils. OK? Puis pourquoi il est capable de faire une très bonne job? Parce que l'IA, ses grandes capacités technologiques, c'est qu'il vient rejoindre l'humain là où il est. Compréhension nuancée du langage, hein, les acronymes, les expressions québécoises, la façon même qu'on communique, verbal. L'IA va être capable de nous rejoindre dans la compréhension des expressions qu'on utilise. Deuxièmement, capable d'avoir une conversation avec GC et avec 100 000 autres personnes en même temps. Donc, c'est la conversation à GC, la conversation à Patrick, à Nicolas, etc., etc. Ce que, lorsque je fais une conférence en entreprise, ben, je ne peux pas aller individualiser une approche. C'est de façon globale, puis ça va en aider certains, mais il y en a d'autres que ça ne l'aidera pas. Tu sais. Puis, à ne pas sous-estimer, mais beaucoup de personnes vont préférer se confier à un robot pour ne pas être jugé. Là. C'est pas moi qui le dis, là, c'est des études qui le prouvent. Parce que des fois, juste pour ventiler, avoir une écoute, cracher le morceau en bon québécois, aller chercher un premier niveau de soutien, aller chercher du feedback, c'est pas une vraie présence humaine. Ça, c'est un des risques. Hein. C'est pas avoir l'illusion que l'IA, ben, vu que j'y ai parlé, ça va se régler. Ça compte pas le vide social. Non, ça compte pas le vide social. Mais c'est fichement intéressant par rapport à aller consulter un article sur Internet. Puis les gens, pour comprendre, comment une fois on s'est fait donner une référence d'un écrivain, une quote, là, un passage qui nous a inspiré. Une citation qui nous a inspiré. Tu sais, des mots, ça peut inspirer, ça peut motiver. Puis, quand on lit des livres sur des auteurs, souvent, on va « Hey, tu devrais lire telle affaire, tu me parles de telle chose. » L'IA fait ça comme en temps réel, si on veut. C'est cette inspiration-là qu'on est capable de donner. Fait que c'est une des façons de le faire. Puis, je parle souvent d'un soutien qui est premier niveau. Parce qu'il n'est vraiment pas là pour gérer des cas lourds. Là. Tu sais, une situation qui était témoin de violence dans ton milieu de travail, l'IA là pour te dire, écoute, c'est pas normal ce que tu as vécu. Faut voir quelqu'un. Voici qui aller voir. Voici le formulaire que tu veux dénoncer confidentiellement. Donc, il vient s'approprier tout ce que les RH puis la business a mis en place. C'est un intranet. C'est un intranet en réalité. Qui parle. Exactement. Ouais, c'est ça. Qui réfléchit. Aussi, exact. Puis, est-ce que ça, pour une entreprise, parce que la majorité des entreprises, du moins, je crois, s'ils ne le font pas encore, ça va être le cas dans les prochaines semaines, ce prochain mois, la majorité des entreprises utilisent déjà un IA pour les aider dans leur fonctionnalité. Du moins, moi, je sais que je le fais dans mes entreprises. Ouais. Est-ce que ça vient aussi combler ce vide-là, cet espace qui est occupé là? Parce que tu me dis, là, ça me prend-tu un autre IA qui vient s'ajouter? À quel point, justement, il vient résoudre différents problèmes? Oui, super bonne question. C'est que là, en ce moment, c'est le festival de l'agent. Tu sais, ton système RH a un agent, t'as ton copilote de Microsoft, t'es rendu, tous les systèmes Adobe Photoshop a son agent pour faire des photos. Fait que là, tout le monde est mélangé avec ça. Mais tu sais, la vérité, c'est que on se projette dans le futur, on va travailler avec multiples agents. OK? Tant pour faire notre travail que pour... Puis d'où ce qu'on est venu mettre en place, c'est qu'une entreprise qui n'a pas d'IA, effectivement, on roule des modèles comme OpenAI, Open Source au Québec. On s'en va en Europe prochainement. On va travailler probablement avec Mistral, qui est le LLM là-bas. Donc, on peut venir carrément être l'IA d'entreprise parce qu'on est capable de paramétrer des contextes sur plein de sujets. Santé, mieux-être, risques psychosociaux, recrutement, PAE. Mais une entreprise qui est déjà en travaux puis qui est en train de mettre en place un agent interne, on vient se greffer de manière plus invisible pour amener nos contextes qui sont spécialisés autour des ressources humaines. Okay. Fait que ça peut être un peu mêlant cette partie-là, parce que c'est tout nouveau pour tout le monde, mais c'est que m'en est la conversation
va ultimement se rendre à l'humain par une interface qui va parler à différents systèmes, des agents invisibles qui vont se parler entre eux. Puis nous, on est vraiment au cœur de cette conversation-là. Euh, pour moi, puis toi, c'est très clair parce qu'on le vit puis on le sait. Probablement que pour les gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder, c'est un petit peu moins clair. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre ça de façon plus concrète, plus visuelle, plus officielle? Ça, c'est le déclencheur pour la démo. C'est le déclencheur pour la démo. Nicolas! Donc, je vais vous inviter là, à mettre peut-être Nicolas de l'avant qui va nous partager. Si tu le permets, parce que là, on avait 10 minutes de démo, fait qu'on a retranché Nicolas et moi. Mais si on revient sur les risques psychosociaux, la loi 27, OK. Étape 1, un employé, une organisation, la plateforme permet de déclencher des sondages. Des bons vieux sondages comme on les aime, avec des questions qui ont été créées avec des spécialistes. Nous, on travaille avec le Centre de recherche de l'Université Laval. Ça, le but de ça, là, c'est de prendre des photos. C'est encore important de prendre des photos. OK? Fait que ces photos-là nous permettent de générer un rapport des réponses des sondages sur notre situation. C'est quoi les risques? Ce que Nicolas va vous présenter, c'est comment, quand on continue, on est capable de fournir du soutien en fonction de. Donc, puis si ça vous intéresse, on pourra faire une démo plus complète là, qui prendra peut-être un 20-30 minutes, mais Nico va vous donner un petit teaser très concret pour que tout le monde s'approprie de quoi on parle. Nico, à toi. Tout à l'heure, c'est tout bon? Parfait. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter maintenant la plateforme en elle-même. C'est bien d'avoir une explication, mais c'est pas mal d'avoir une démonstration. Alors, hop. Est-ce que mon partage a bien fonctionné? Est-ce que les gens, nous on la voit bien? Est-ce qu'on peut avoir une confirmation, bon. Isabelle? Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je vais vous montrer déjà, on va se mettre dans la peau d'un utilisateur aujourd'hui. On va vous présenter deux cas d'usage assez classiques, entre guillemets, enfin, peut-être un peu moins que l'autre, mais déjà pour vous montrer que bien sûr l'application est bien entendu compatible aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Quel que soit le contexte où vous pouvez, ben, vous pouvez bien sûr l'avoir sous la main tout le temps dans votre poche ou sur votre poste de travail. Pour les besoins de la démo, ça sera plus simple pour moi d'être sur version ordinateur. Donc je vous ai montré à quoi ressemble l'interface, puis je vais basculer maintenant sur la version desktop. On y voit un petit peu Nico, plus. c'est important ce que tu viens de dire parce que l'application ne s'applique pas juste à des gens de bureau qui ont un laptop. Hein. On va rejoindre des gens sur le terrain, dans des usines, dans des voitures de services de police. On est là où l'employé est sur son appareil mobile web. Je te laisse aller. Exact. Alors, là, on va rentrer donc le premier contexte, ça va être quelqu'un qui, a subi quelque chose qui est assez courant dans les métiers aujourd'hui très sédentaires de la tech et autres. C'est quelqu'un qui est souvent, constamment même, épuisé après sa pause dîner, qui constate qu'il a une prise de poids depuis qu'il a pris son dernier job et qui nous donne aussi l'information comme quoi il mange tous les jours dans des fast-food parce qu'il y a rien d'autre proche de son lieu de travail. Donc on va venir poser la question directement au chatbot en mode question très ouverte en fait, pour venir chercher ici quelques solutions. Excusez, hop, c'est les besoins de la démo, c'est normal. Hop. Il n'y a pas une démo qui ne doit pas bugger, c'est naturel. C'est à ça qu'on voit que c'est une bonne démo. Alors ici, donc, le chatbot va nous proposer une réponse, bien sûr, donc qui est composée de différents éléments. Alors, on sait bien qu'il n'y a pas que le fast-food qui va rentrer en jeu. Bon, je passe en détail. Jean-Christophe connaît beaucoup mieux le sujet que moi. L'idée ici, c'est que l'IA est venue piocher dans de la documentation. C'est ce que je voulais vous montrer sur cet aspect-là. C'est que ici, vous voyez, il y a des documents qui sont liés au contexte de la réponse. Ces documents-là, je peux vous en montrer un d'ailleurs. Donc des documents qui sont ciblés sur certains types de contenus particuliers, un peu sous format one-pager. Et derrière, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va extraire en fait tout le contenu sémantique pour enrichir sa réponse. Donc elle va extraire tous ces morceaux-là. Elle va pas nous répéter, nous citer en mode copier-coller, comme si on était allé consulter nous-mêmes la documentation. C'est ce qui est intéressant justement, c'est qu'elle est capable de venir extraire des petits morceaux de texte, des petites séquences entre guillemets du texte, et venir derrière les reformuler pour pouvoir les intégrer de manière tout à fait naturelle dans sa réponse. Un peu comme l'exemple que je donnais du cuisinier, les ingrédients qu'on lui a donnés quand on parle de nutrition, c'est les documents de Bouger mieux. Ben, il va se servir de ces ingrédients-là pour nous concocter une réponse. C'est ça, exactement. Là, on se dit, bon, je vous laisse quelques secondes pour le dire rapidement, mais
En gros, on se dit: «Bon, ça a bien compris quel était mon problème. Je vais peut-être aller un peu plus loin». Je vois que l'IA, elle m'a bien répondu, ça a été efficace sa réponse, donc je vais lui demander: «Finalement, vu que tu as bien compris quel était mon problème, est-ce que tu peux me recommander un planning hebdomadaire pour mes repas quand je suis au travail?» On va continuer la discussion. Au passage, vous remarquez que l'interface est assez classique en lui-même, c'est assez simple, ça ressemble bien aux IA que vous avez déjà probablement l'habitude d'utiliser. Et là, donc l'IA va nous dire: «OK, je comprends que vous souhaitez un planning hebdomadaire, mais je ne peux pas le fournir». En effet, c'est quelque chose qui est quand même très spécifique. Donc on a mis une règle derrière, c'est une des illustrations du système de gouvernance qu'on a mis sur l'IA, c'est qu'on est capable en fait de mettre des règles, qui sont des limites en réalité au comportement de l'IA, et en plus d'ajouter des comportements de substitution. Ici, donc l'IA, on lui a dit, dans ce cas précis, on lui a dit qu'elle n'a pas le droit de fournir de plan nutritionnel, c'est quelque chose qui est trop spécifique, ça nécessite un professionnel. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va quand même nous donner quelques conseils très généraux, qu'elle est venue toujours récupérer dans nos différents documents. Et à la fin, elle va appliquer le fameux comportement de substitution qu'on lui a imposé. Et donc elle nous dit plutôt que pour des conseils plus personnalisés et surtout plus adaptés à nos besoins, il va falloir consulter un nutritionniste. Donc on nous recommande de nous rapprocher de l'Ordre des nutritionnistes du Québec, avec le site ODNQ. Donc c'est un cas assez classique, mais qui illustre à la fois la possibilité de limiter et substituer les comportements de l'IA, et aussi la capacité de l'IA à venir piocher dans une documentation très vaste. Là, vous avez vu que quelques-uns des documents. En réalité, il y en a une soixantaine, je crois, à peu près au total. Donc elle est capable de venir extraire que ce qui est nécessaire et de découper vraiment que les séquences de texte qui vont nous intéresser. Ensuite, on va aller sur un deuxième cas, un peu plus appliqué au contexte prévention-sécurité, donc un peu plus contexte RPS. On peut voir ici que sur l'interface, on a des petits boutons ici qui permettent d'amorcer la discussion. Donc ça, c'est quelque chose qui se configure aussi par les gestionnaires, on va le voir après. Ça permet justement d'aider un petit peu les gens à ne pas avoir ce problème de la page blanche qu'on a tous quand on est face à une IA, où on sait que ça a beaucoup de capacité, finalement, on ne sait plus quoi leur demander. Donc là, on va prendre le cas, un scénario de quelqu'un qui vit, pardon, une situation anormale, qui a été témoin d'une situation anormale. Et on voit que l'idée, en fait, dans ces boutons de suggestion, c'est que ça permet de préformater des instructions en ajoutant des variables à l'intérieur que l'utilisateur va venir personnaliser en fonction de son contexte. Donc là, on a imaginé un cas que vous allez très vite reconnaître, je pense. On va remplacer notre variable par le cas concret, donc ce qui va donner à la fin: «J'ai été témoin d'une situation qui me semble anormale sur mon lieu de travail. En effet, j'ai constaté que l'un de nos gestionnaires fait souvent des remarques déplacées à l'une de mes collègues qui ne semble pas apprécier». On n'en sait pas plus, mais la personne constate ça de manière répétitive, donc elle souhaiterait agir pour protéger sa collègue de travail déjà, et éviter que ce genre de choses ne puisse se reproduire à l'avenir. Donc ici, on est bien sur une situation, on l'a tous compris, une situation qui est du harcèlement, peu importe la nature du harcèlement, dans tous les cas, c'est une situation qui est inacceptable. Et donc, on voit ici que le chatbot a été capable de venir chercher justement quels sont les documents qui sont les plus appropriés en fonction de ce contexte. Il a bien compris quelle était la problématique. En l'occurrence, vu qu'il a détecté un signalement de harcèlement, il est allé chercher la procédure propre à l'entreprise, bien sûr, de comment on signale dans cette entreprise-là ce type de situation. Et là donc, ce qui est intéressant à voir dans la réponse, c'est déjà, on va commencer par cette partie-là. Ça, c'est la détection de signaux faibles dans une communication. Donc, c'est une détection automatique, en fait, de signaux qui sont pré-paramétrés par les gestionnaires. Peut-être que vous voulez monitorer, ici, on a pris le cas du harcèlement, mais vous pouvez vouloir monitorer tout un tas de choses. Donc, il suffit de les intégrer, on va voir après, dans la plateforme, et elle va être capable, à chaque fois qu'elle détecte ça dans le contexte, de proposer à l'utilisateur, en tout cas d'informer l'utilisateur qu'il y a eu une détection de telle ou telle catégorie. L'utilisateur peut bien sûr confirmer ou infirmer la détection si jamais c'est pas quelque chose qui est approprié. Là, ici, le chatbot est à 90% sûr de lui que c'est du harcèlement, on est bien d'accord avec lui. Et ce qu'il va faire, c'est qu'à ce moment-là, il va pousser ce qu'on appelle un comportement recommandé. On va encore voir ça après, c'est quelque chose qui se configure en tant que gestionnaire. Là, ici, dans le cas de l'entreprise Acme qui sert d'exemple, c'est Julie Tremblay, responsable RH, qui se charge spécifiquement de cette problématique-là. Donc, ce que va faire le chatbot, c'est que déjà, bon, il va remercier la personne de sa vigilance et du signalement. Il va nous inviter à contacter Julie Tremblay, il va nous donner toutes ses coordonnées. Ici, il va nous rappeler la recommandation. On imagine que dans un contexte professionnel, là je ne l'ai pas connecté parce qu'on n'a pas de SIRH derrière,
Mais si vous avez votre SIRH, on pourrait très bien le connecter ici et directement quand vous allez cliquer, ça va déclencher justement le formulaire pour, contacter la personne ou un mail ou tout autre moyen de contact que vous utilisez habituellement. L'autre aspect intéressant, c'est quelque chose qu'on a configuré aussi, c'est que quand on va contacter la personne, ça serait bien d'avoir un petit résumé structuré d'une manière assez standardisée, de manière à ce que ça soit traité. Espérons qu'il n'y ait pas de volume sur ça, mais si c'était le cas, ça pourrait être traité plus efficacement. Donc ce que va faire l'IA ici, c'est qu'elle va venir alimenter en fait un format qu'on lui a donné, un format de remontée entre guillemets, d'escalade, qu'on lui a précisé avec les données de la conversation. Bon, bien sûr, là, on n'a pas divulgué de nom directement, donc elle n'a pas pu remplir à notre place, mais il suffira juste de remplir ces variables et ensuite de déclarer l'incident. Donc ceci pour vous montrer que, outre le comportement de substitution, on peut aussi greffer des systèmes de classification et détection automatique. Et à ces détections, on peut aussi, encore une fois, pousser certaines recommandations qui vont être là, cette fois-ci, des processus d'escalade ou d'autres processus que vous jugerez utiles. Donc, si je reviens au sondage qu'on fait une fois, 2 fois par année, après ça, en continu, les conversations que les employés vont avoir accepté de me rendre disponibles en statistique, on va être capable de voir des indicateurs à la hausse ou à la baisse. Puis c'est parce que c'est souvent là que le bas blesse. Le temps que le sondage soit fait, que les résultats soient compilés, qu'ils soient envoyés à la gestion, qu'ils soient discutés au comité de direction, qu'on décide de prendre action pour faire quelque chose, c'est là, à un moment donné, que l'importance d'avoir de la mesure en continu devient hyper intéressante. Et ce que vous voyez là au niveau du harcèlement, ben, les 8 risques psychosociaux prescrits par la loi sont programmés dans Mosflow. Mais vous pourriez aussi créer vos propres catégories de risques. Par exemple, vous déménagez vos bureaux. Hein? C'est niaiseux, là, mais c'est des gens qui habitaient proches, changement au niveau de leur vie. Euh, donc, vous êtes capable d'aller chercher des stresseurs très personnalisés à vous en fonction de l'implantation d'un système numérique. Donc, ça vient complètement changer la façon dont on est capable de ramener ce dont les employés parlent, ce dont les employés sont stressés, à la gestion pour que tu sois capable d'agir dessus. Tout ça, si bien sûr, les employés acceptent de partager. Donc, il Ouais. faut leur donner une raison. Je le martèle, il faut leur donner une raison. Ouais, puis tu sais, moi, je le vois souvent là, pour travailler avec plusieurs gestionnaires, voire propriétaires qui se font maintenant texter, ou qui se font. Ma conjointe qui est à l'école, qui, à tout le moment de la soirée, va recevoir un courriel, un message sur Messenger, parce qu'il y a une question. Ben, avec des règles comme ça Ouais. permet aussi de donner une ressource qui libère une charge énorme pour les gestionnaires parce qu'il y a plein de questions, de procédures qui peuvent être établies puis qui peuvent être répondues par Ouais. cet outil-là sans avoir, puis pour la personne, en réalité, c'est bien plus vite aussi. Je demande à l'IA, j'ai ma réponse Ouais. instantanée. On est dans un monde qui aime ça. Fait que tu viens de libérer la tâche d'un autre qui, à C'est ce un, moment-là, n'est pas c'est un là. des problèmes qu'on ne pensait pas régler, mais que je pense que c'est 80% chez notre client, là, 80% de diminution du temps de rechercher l'information qui est poussiéreuse dans un SharePoint, qu'on ne sait même plus si elle est à jour. Fait que les guests environnementales, là, on vole le temps prochain. Nicolas qui va nous montrer, je pense, le clou du spectacle, c'est tellement simple à présenter de l'IA, c'est de voir un peu comment ça marche en arrière. C'est vraiment là que vous allez L'interface, ouais. comprendre la puissance de Mosflow. Exact. Ici, donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça se configure, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, côté gestionnaire. Donc il y a une interface spécifique au gestionnaire, bien entendu, de gérer vos départements et vos utilisateurs. Tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, Patrick l'a bien expliqué, c'est un système de gouvernance qu'on a mis autour de l'IA. Donc qui dit gouvernance dit si je ne peux pas intégrer ma structure organisationnelle à l'intérieur, ça va être difficile de piloter, ou en tout cas d'avoir le niveau de granularité que je souhaite avoir pour piloter correctement dans mon organisation. Donc ce qu'on a fait ici, c'est Ben, qu'on a excuse-moi, un exemple ouais. concret. Un département de service à la clientèle qui est en contact avec la clientèle, a probablement ses contextes complètement différents des gens qui travaillent, exemple, au développement du produit logiciel, du nouveau système interne de l'entreprise. Donc, il faut être capable de reproduire les structures organisationnelles, les projets, les équipes, etc., etc. L'idée ici, c'est de pouvoir créer des IA spécifiques pour venir adresser principalement des verticales métiers. Ce qu'on a fait, c'est que vous pouvez bien sûr, gérer le niveau de créativité de l'IA, la longueur des réponses, c'est que c'est quand même un enjeu quelquefois selon les sujets et on vous a, «prédécoupé» entre guillemets les différents aspects
qui sont nécessaires à la configuration d'un agent IA, d'un modèle d'IA en fait, actuel. Donc ensuite, un deuxième aspect qui est vraiment crucial, dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est la documentation. Donc là, vous allez rentrer en fait tous vos documents. Vous allez rentrer des documents PDF, documents doc, et cetera, enfin des Word, et cetera. Vous pouvez aussi ajouter des vidéos, qu'il faudra juste transcrire avant. Et en fait, le chatbot va être capable de piocher, en fait, vous voyez à l'intérieur de ces documents, il y a ce qu'on appelle des segments. Et donc, l'IA va être capable d'aller piocher dans ces segments, quels sont les segments qui sont en rapport, au niveau sémantique bien sûr, avec le contexte de la question utilisateur, et va se servir de ces extraits de texte de documents pour venir enrichir sa réponse et donner quelque chose de beaucoup plus contextualisé. L'aspect des documents, je tiens à le mentionner parce qu'actuellement, ça fait beaucoup les médias, puis avec raison, là, tu sais, l'IA, la consommation énergétique est en hausse. Puis dans le fond, à chaque fois qu'un employé parle, si à chaque fois l'IA va revoir dans toute la documentation auquel il a accès pour être capable de lui fournir la meilleure réponse, il se passe deux affaires. D'un, la qualité de la réponse va diminuer parce qu'il utilise de sa capacité mentale pour analyser la documentation et non pas fournir une réponse. Et de deux, ben, il gaspille un paquet de capacités technologiques, là, du traitement sur les serveurs, qui est de l'énergie complètement gaspillée. Il y a de l'eau. Qui est de l'eau, puis qui est aussi de l'argent. Oui. Parce que dans le fond, des modèles d'IA, c'est variable. On paye par token. Donc, ce qui est en arrière de la plateforme, c'est une capacité de la vectorisation de contenu, comme Nicolas l'a dit, qui permet d'aller chercher juste ce qui est intéressant pour diminuer, là, on parlait d'à peu près 70% de diminution de coûts avec cette méthode-là. Merci beaucoup, Nico. On en aurait long à dire, mais je pense que ça fait un bon tour, un bon overview de la plateforme. Ouais, donc rapidement, on va revenir des étapes très simples. La première, puis parce que vous êtes présent ou vous avez regardé ce webinaire-là, dans le chat, je viens vous envoyer un lien pour remplir le sondage. Fait que vous pouvez le remplir. Puis dans la première question, il y a le nom d'entreprise. Fait que vous pouvez l'envoyer déjà à tous vos employés. Nous, on va recevoir ces rapports-là. Puis on vous offre la première rencontre de débriefing, d'explication de vos résultats et d'un plan de match aussi qui vient avec ça. Fait que déjà, vous avez le sondage et puis vous avez une rencontre avec l'un d'entre nous pour dire comme voici vos résultats, maintenant voici ce qu'on vous suggère et après ça, à vous de choisir. Fait que ça ne vous engage à rien. Puis de toute façon, dans toutes les structures, que ce soit pour la loi 25, pour avoir une reconnaissance, pour le bon fonctionnement de votre entreprise, ça part par savoir on est où aujourd'hui et ensuite mettre des actions en place. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'en plus des actions principales, ben on a un accès en continu, à constamment être à la bonne place pour la bonne personne au bon moment. Parce que notre mission, c'est d'aider les gens à prévenir les risques psychosociaux, puis structurer les entreprises parce qu'on sait, c'est pas leur mission, le bien-être de leurs employés, mais c'est comme avoir le bon système, ben ça fait partie d'aider à la productivité et le bien-être. Fait que c'est ce qu'on fournit, c'est des outils pour que l'entreprise puisse se concentrer sur sa mission, puis que nous, on puisse se concentrer sur le bien-être de sa ressource principale qui est l'humain. Good. Merci beaucoup tout le monde. Souhaite une belle fin de journée. Hey, des ballons!